Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, les rendez-vous d'Actes Sud, les mercredis d'Actes Sud, où ce soir j'ai le plaisir de retrouver Sébastien Berlandis. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Nathalie, bonsoir à toutes et à tous et merci Nathalie pour cette nouvelle invitation. C'est la deuxième ou troisième, je ne sais La plus. deuxième, vous Super. étiez venu, je suis allée chercher la date, vous étiez dans les premiers à venir dans les rencontres puisque vous êtes venu le 2 juin 2020 et Ah, c'était c'était pour l'étudiant c'était adolescent. quoi? Les saisons adolescentes, Voilà. exactement. D'accord. Donc Le voilà. livre qui m'a fait rentrer chaque sud. Exactement. Et en plus, vous êtes dans la collection Un endroit où Oui, aller. Donc, vous êtes parfait. très légitime encore ce soir, plus que La moi bonne d'ailleurs. place. Donc voilà. Donc ce soir, on vous reçoit pour votre dernier roman qui est paru le 4 mars dernier, donc aux éditions Actes Sud, qui s'appelle 24 fois l'Amérique. Je vais partager le visuel parce que moi, je vous ai lu en numérique. Et voilà la couverture. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc Oui. 24 fois l'Amérique, j'ai envie de dire. Non, d'abord, je vais vous faire résumer les grandes lignes, Sébastien, comme ça. Et on reviendra après sur le titre. Vous avez toujours des très beaux titres d'ailleurs. Ah ben merci, merci. Je ne suis pas très bon en titre, je me suis amélioré. Ah, Au début de ma carrière d'écrivain, ce n'était pas moi qui choisissais, qui trouvais les titres, c'était souvent ma première éditrice, Brigitte Giraud. Et je pense que je me suis amélioré parce que depuis quelques textes, ce sont mes titres. Voilà. Bon. ah, super. Alors, 24 fois l'Amérique, bah, c'est l'histoire d'un retour, comme bien souvent dans mes livres, hein. Le retour d'un homme, le temps d'un été, là aussi, le motif de l'été revient. Sauf que les paysages changent. Pour une fois, cet homme ne revient pas dans des espaces méditerranéens ou italiens, comme c'est le cas dans les trois quarts de mes livres, mais des paysages américains, comme le titre le laisse suggérer. Euh, le suggère, pardon. Et alors voilà, ce livre, 24 fois l'Amérique, c'est une traversée, j'espère un peu inédite, du nord-est des États-Unis. Euh, alors je ne spoil rien en disant cela, hein, puisque dès le début, on sait, on connaît un peu l'itinéraire du narrateur. Donc le narrateur arrive à New York, il passe quelques jours à New York et soudain il a le désir de quitter cette ville, de traverser différents États pour se rendre vers Chicago et les dunes du lac Michigan, où il pressent que la femme qu'il a aimée il y a 10 ans vit toujours. Voilà. Alors ce livre est une quête. Il part à la recherche de, euh, de cette femme aimée. Voilà. Et pendant cet été, différentes narrations, différents temps vont s'entremêler. Il y a la narration présente, la traversée présente. Il revisite des espaces déjà arpentés, des espaces aimés, déjà filmés, et puis il bifurque vers des espaces plus inédits, et toujours dans l'espoir de retrouver Marianne. Voilà. Oh, c'est bien, on spoil rien, les grandes lignes sont données, tout va bien. Pourquoi 24 fois l'Amérique? Pourquoi ce titre? 24 fois, donc 24 fois 24 chapitres, c'est une traversée en 24 chapitres, 24 chapitres, 24 paysages, 24 paysages au carré peut-être, parce que dans chaque chapitre, disons, est centré autour d'un espace bien particulier. Donc le chapitre 1, c'est New York, le chapitre 10, je ne sais plus. Mais à l'intérieur de ce même chapitre sont, comment dire, traversés d'autres paysages. Et pourquoi 24? Bah, c'est une allusion au cinéma. Mm. Le cinéma traditionnel capte, enfin la caméra capte 24 images par seconde. Et vous le savez, puisque vous le lisez, mes livres ont une forte teneur cinématographique, enfin, dans leur construction. C'est souvent ce que je lis, quoi, que mon écriture est cinématographique, photographique, et ça me plaît quand j'entends ça. Et de fait, le livre est construit comme un long, pour le coup, un long travelling qui parcourt le nord-est des États-Unis, voilà, en 24 temps. Voilà l'explication de ce titre. Alors justement, moi, ce que je vous lis depuis... bah, je vous ai découvert avec quand vous êtes venu pour la première fois dans nos rencontres. Moi, je n'ai jamais vu ça chez un auteur. On a l'impression que votre stylo, votre clavier, c'est le prolongement de soit de votre focale, soit de votre appareil photo. Et ça, c'est un truc que je n'ai jamais vu chez personne. Et moi, moi, je suis pas allée, je suis allée aux États-Unis, mais je suis pas allée du tout vers le lac Michigan. Mais là, on a l'impression bah, qu'on y est complètement, quoi. Même quand vous décrivez le moindre détail, c'est quand même un truc de dingue.
Donc c'est pas Bah, forcément le cinéma, c'est surtout la photo chez vous aussi, je trouve, c'est les qui est... deux en fait, mais merci, merci de faire cette remarque parce que c'est important de l'entendre parce que vraiment je construis mes films. Enfin, pardon, oh là là, Ah, c'est n'importe quoi. lapsus révélateur. Parce que je fais des films par ailleurs, donc je construis mes livres comme si je montais mes propres films, ou bien comme si j'assemblais des images photographiques pour en faire euh, une exposition photographique, quoi. Et j'écris, enfin, tous mes livres, peut-être des saisons adolescentes exceptées, tous mes livres sont écrits à partir de mes propres images. C'est toujours un territoire qui vient faire surgir le désir d'écrire un nouveau texte. Et c'est un territoire que j'ai déjà arpenté, seul ou accompagné bien souvent, il y a quelques années. Et je l'ai arpenté, je l'ai filmé, je l'ai photographié, je l'ai pris en note dans des journaux de voyage, disons. Et tout ce matériau va m'aider à construire le texte. Mais vraiment, ce qui m'aide le plus fortement, ce sont les images. Et vraiment, sur mon bureau, sur ma table de salon, j'étale les images faites, que ce soit des Polaroids, des images faites en argentique, des captures d'écran, parce que je filme aussi, ensuite je numérise mes films, et puis voilà, j'étale tout cela, et chaque chapitre euh, correspond à une sorte de mini-métrage, peut-être, on pourrait le dire ainsi. Je pense que les 24 chapitres pourraient fonctionner de manière autonome, ils racontent tous une petite histoire, et ensuite, la difficulté tout de même, c'est de les monter ensemble, de les entremêler, de telle sorte qu'ils forment une histoire un peu cohérente, quoi. Mais c'est aussi un long film, voilà, c'est un long film. Et c'est vrai, j'aime bien ce que vous dites, ce que tu dis, je ne sais plus si on se voit ou si on On se peut faire tutoie. comme vous voulez, comme vous voulez. Ouais. Euh, c'est vrai que j'écris comme si j'avais ma caméra collée à mon visage, quoi. Mais ça se sent, ça se Et de fait, comme je pars de ce que j'ai filmé, c'est normal et tant mieux si ça se sent, quoi. sent. Alors moi, j'avais écrit, je crois que c'était euh, très délicat, ce voyage. Alors, il y a un narrateur, on n'a jamais son prénom. Autant on a le prénom de Marianne, d'une femme qu'il a aimée. Le Mm. narrateur, il a quand même cette langue super délicate et contemplative, où chaque lieu, en fait, on a l'impression qu'il a enfermé le passé, mais on a l'impression qu'il a envie de s'échapper de ça. Comment vous avez construit, justement, ben, ce mécanisme, c'est-à-dire cette mélancolie, parce que ça aussi, c'est propre aussi à votre écriture, vous avez une mélancolie délicate et super agréable à lire, quoi. C'est pas plombant, en fait. J'arrive pas à trouver le bon mot. Non, mais c'est très bien dit, moi ça me va. Dire que mon écriture est délicate, parfois je lis douce, parfois je lis impressionniste, effleurante, caressante, enfin tout ça me va. J'ai trouvé cette langue, c'est une langue qui me correspond. Je suis un garçon plutôt contemplatif, plutôt calme, alors je vais pas me mettre à écrire dans une langue tonitruante, quoi, excessive, parce que ça ne me correspond pas, ce n'est pas ma langue, ce n'est pas ma voix. Alors ça me va quand on me dit que ma langue est douce et délicate, mélancolique aussi, parce que il y a toujours, mes textes sont toujours écrits au présent, mais ils sont toujours traversés, troués par des réminiscences passées, par des espaces aussi enfuis, des amours disparus. Alors ça donne ça colore le texte d'une douce mélancolie qui n'est pas plombante, je l'espère, parce que je n'ai pas Non, du tout du envie tout. d'écrire des choses noires, mais elles ne sont pas non plus complètement solaires, même si je n'écris qu'autour de l'été. Mes textes sont des dérives, des ballades estivales. Elles ne sont pas que solaires, elles sont toujours effectivement ombrées par la disparition, par la mélancolie. Ouais. Mm. Mais ça me correspond aussi, voilà, je suis un garçon qui vit pleinement dans le présent, mais qui aussi a parfois des moments mélancoliques, quoi. Je trouve banalement, c'est très banal ce que je raconte, que les choses disparaissent très vite, que le temps passe très vite, que les espaces se transforment très vite. Alors il faut les écrire, il faut. Alors déjà, ça me, comment dire, ça me met du vague à l'âme, et alors c'est peut-être aussi pour ça que je filme autant, que je photographie autant. Ce sont quand même des arts très mélancoliques, hein, la photographie en particulier. C'est illusion de croire qu'on peut arrêter le temps alors qu'il file. Voilà pourquoi tout cela est à la fois lumineux et mélancolique. Voilà.
Justement, alors vous venez de dire quelque chose d'assez intéressant. Donc vous filmez, vous photographiez, vous écrivez. Est-ce que c'est pour laisser une trace? Est-ce que c'est important pour vous de laisser une trace? Oui, c'est la raison pour laquelle je crée, pas uniquement à travers l'écriture, mais aussi à travers la photographie et le cinéma. C'est une réponse qui est un peu décevante parce qu'elle est un peu banale, mais elle est honnête et elle est sincère. Oui, j'écris pour que les choses ne disparaissent pas, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, je me souviens, pour rester dans le cinéma, et c'est une réflexion, ou plutôt une remarque, une phrase que j'emprunte à un cinéaste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain Cavalier, qui est un homme maintenant très vieux, il est né en 32, mais il est toujours en vie. Je touche du bois. Et je l'avais rencontré à une époque où j'étais surtout dans l'image, dans la photographie, en 2009. Il était venu présenter un film, Irène, fortement autobiographique, comme beaucoup de ses derniers films. Et Alain Cavalier, il a commencé dans le cinéma traditionnel avec une grosse machinerie, des grosses caméras, des scénarios, des stars. Il a filmé Deneuve, Romy Schneider et puis Alain Delon. Et puis un jour, lorsque les petites caméras numériques sont arrivées, il a abandonné le cinéma traditionnel pour filmer des choses plus modestes et plus fréquemment. Et voilà, à la fin du film Irène, je m'étais approché de lui, je suis un peu timide, mais j'avais osé lui parler, je lui avais demandé, mais pourquoi ce besoin de filmer en permanence tout et un peu n'importe quoi, tout et son contraire. Enfin, bon, je n'avais pas dit les choses comme ça, mais enfin, tout le temps. Et il m'avait dit cette phrase très belle, voilà, à un moment donné, l'âge venant, il commençait à prendre de l'âge, je n'ai plus supporté, ce sont vraiment ces mots, que les choses et les êtres qui m'importent disparaissent sans laisser de traces. Alors je les filme un peu compulsivement. Eh bien voilà, voilà pourquoi j'écris. Mes textes sont peuplés d'espaces, de souvenirs, d'expériences, de personnes, de personnages qui ont existé. Certaines sont très inventées, mais en tout cas, voilà, il y a une base qui est très autobiographique et qui est débordée par la fiction, on en parlera peut-être après. Mais en tout cas, voilà, tous ces espaces ou ces êtres, ou ces moments qui ont été chers à mon cœur, eh bien, moi non plus, je ne supporte pas qu'ils disparaissent sans laisser de traces. Alors, je les filme, je les photographie, et ensuite, je les réinvente par l'écriture. Alors, votre narrateur, il va il va faire comme une quête, et après Marianne, qu'il a aimé, il y a une espèce de... Alors, est-ce que c'est une quête pour l'être aimé ou c'est une quête de soi déguisé, en fait? Parce que je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment une quête pour aller rejoindre Marianne à travers les lettres, les correspondances, on en parlera aussi après, ou c'est vraiment sa quête à lui? Alors là, je ne sais pas. Enfin, il prend la décision. En tout cas, le narrateur prend la décision. Là, je vous laisse libre d'interpréter. Est-ce que cette quête amoureuse est une quête en réalité dirigée vers lui-même, quoi? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, moi, je vous réponds ce que j'ai écrit. Et le narrateur, enfermé, enfin pas enfermé, en tout cas, réfugié dans sa chambre à New York, décide une nuit de partir à la recherche de cette femme aimée. Voilà. Donc pour moi, c'est une quête amoureuse, voilà. À l'envers, quoi. Donc, le voyage, il est vraiment une fuite ou plutôt une façon de se retrouver pour Ah, c'est lui? pas une fuite, non, c'est pas une fuite. Non, non, je le vois pas fuyant. Enfin, je le vois pas se perdre. Alors, il se perd quand même. Il se perd dans les espaces géographiques. Il se perd dans sa mémoire, puisque voilà, enfin, il reprend le trajet qu'il avait fait 10 ans auparavant avec cette femme aimée. Et puis, voilà, la géographie lui inspire des bifurcations, des rives dans lesquelles il se perd. Il- Sa mémoire est aussi un peu trouée. Enfin, évidemment, du temps a passé, on ne se souvient pas exactement de choses lointaines, alors que peut-être qu'il réinvente aussi cet amour passé. Mais en tout cas, non, c'est pas une fuite éperdue, quoi. Non, non, je le vois pas comme ça, en tout cas. Oh, d'accord. Et alors, vous avez évoqué la géographie, donc parce qu'on a on voyage à travers les États-Unis, mais est-ce que vous avez imaginé ça comme une traversée purement des États-Unis ou comme une géographie surtout émotionnelle et intérieure? Ou Voilà, les deux à la fois? les deux, Les deux à la j'espère fois. que il y a parfois, on fait cette remarque, mais il n'y a jamais dans mes textes, et c'est vrai, j'en ai écrit 8, il n'y a jamais l'expression, je veux dire, directe, explicite.
d'une émotion, d'un sentiment, d'un état d'âme. Quand même, tout de même, je me souviens que dans 24 fois l'Amérique, le narrateur se retrouve au bord d'un cours d'eau et puis la mélancolie lui tombe dessus. Et je l'écris quand même. Mais c'est rare, hein. C'est vraiment très rare les moments où j'écris de manière très explicite la joie, le bonheur, la paix, la sérénité, la tristesse, le désespoir de mon narrateur. Parce que je trouve que ce n'est pas une bonne chose de faire cela, de psychologiser à outrance la narration, d'exprimer trop explicitement les émotions. Je préfère le faire indirectement, quoi, à travers la description d'un ciel, d'une action, d'une lumière. Vous voyez, et normalement, enfin, si je le fais bien, la description de cette action, aussi minime soit-elle, la description d'une lumière, d'un ciel, d'une plage, doit euh, nous faire comprendre ce que le narrateur ressent. Alors ça, je vous rassure, on comprend très bien. On comprend très 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 bien. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous avez travaillé le personnage de Marianne, parce qu'elle n'est pas physiquement présente, elle dit pas, elle ne parle jamais. Mais comment vous avez fait, donc elle est absente physiquement, mais comment vous avez structuré le récit pour que ça motive la progression du narrateur, en fait? Euh, eh bien là, enfin, comme pour tout le reste, je pars de mes propres expériences. Donc, on me demande est-ce que Marine a existé? Je réponds oui et non, quoi, parce que oui, elle peut prendre le visage d'une femme que j'ai connue, que j'ai aimée, mais elle est elle aussi traversée par l'invention, par le fantasme, par la dramatisation, par même le mensonge. Elle peut, je me souviens que quand j'ai eu le désir d'intégrer le personnage de Marianne dans cette quête-là, géographique, estivale et mémorielle, je me suis inspiré de plein de choses, quoi. Donc, de personnages existants, je l'avoue, et ce n'est pas une surprise, hein. Je fais tout le temps cela. Et puis, de personnages de cinéma. Enfin, voilà, le cinéma, on y revient, est très important dans la vie. J'ai des carnets de notes où j'écris sur des films aimés. Vraiment, je fais ça très très sérieusement et très quotidiennement. Et donc, j'ouvre ces carnets, j'ouvre ces pages, et puis je me souviens de tel film, voilà, qui se déploie dans les espaces que j'ai décrits, avec tel personnage féminin qui va pouvoir peut-être inspirer quelques séquences. Voilà comment j'ai construit ce personnage féminin, comment j'ai construit les autres également. Enfin, c'est un de mes livres les plus peuplés, il est beaucoup moins minimaliste que mes précédents. C'est vrai. Il y a plein de personnages, plein de rencontres. Ces rencontres ont existé et d'autres n'ont pas existé. Je les invente, je les réinvente, je les imagine à travers mes lectures, des films, etc. Des photographies aussi. Voilà comment Alors justement, vous dites qu'il a, je il y a plus de personnes, il y a plus de matière, pas de matière, il y a plus de personnages. C'est une évolution de votre écriture ou c'est parce que c'est ce sujet-là qui a imposé cela? C'est une bonne question, merci. Je pense que, parce que depuis, le texte a été terminé, je crois, je rends souvent mes manuscrits à mon éditrice au début de l'été, donc je crois que c'était l'été 23, donc il y a quand même un moment. Et j'écris des courts textes, vous le savez, et je ne me suis pas mis comme, comment dire, ambition de d'écrire un texte par an, mais de fait, c'est un peu ce qui se passe. Alors depuis, il y a d'autres textes écrits, et ils sont de nouveau beaucoup plus courts. Là, hors antenne, on plaisantait sur c'est mon texte le plus long, bien plus long que tous les autres. Il fait 176 pages. Le précédent en faisait 77. Donc là, j'ai écrit deux livres en un. Et je pense que c'est pas le sujet, parce qu'il n'y a pas de sujet, mais en tout cas, c'est la géographie des États-Unis qui a imposé cette nouvelle densité, ce nouveau foisonnement. Je ne dis pas que les textes suivants sont moins foisonnants, mais on retrouve une certaine forme de minimalisme qu'il n'y a pas dans celui-ci. Et là, j'avais aussi plus de matière, parce que ce voyage, bon, vous l'avez compris, je l'ai fait. Je l'ai fait en 2017 exactement. Il avait duré 26 jours, presque un mois. Et au cours de ce voyage, donc, j'avais emmagasiné une matière très conséquente, des images, et puis un journal de voyage. Et le journal est très long. Et peut-être, voilà, j'avais une matière plus dense, quoi, plus importante que pour mes autres textes.
Alors, voilà pourquoi il y a ce foisonnement. Je ne sais pas si j'avais le désir de faire quelque chose de nouveau. Non, ça s'est imposé comme ça. Ça s'est imposé comme ça. Mais assez vite, j'ai compris que le texte serait plus long parce que au départ, je voulais assez scrupuleusement suivre l'itinéraire qu'il y avait dans mon journal d'été. Et puis, j'écris avec des cartes géographiques qui sont ouvertes devant moi. Et là, j'avais la carte de la Pennsylvanie, de l'Ohio, de l'Indiana, etc. Et en fait, il y avait plein de noms qui me faisaient un peu rêver, plein de lacs que je n'avais pas visités, je veux dire. Et c'est à ce moment-là que le texte a pris son ampleur, vraiment très dérivante, et sa densité bien plus foisonnante que dans mes précédents livres. Il se passe quelque chose avec l'eau, non? Entre vous et l'eau. Je pense que c'est un élément Oui, oui. qui est très présent dans vos livres. Et je sais pas, c'est l'élément qui vous... Entre l'été et l'eau, il se passe beaucoup de choses. Oui, oui, bah, mes 8 livres ont pour motif récurrent la mémoire. Voilà, c'est toujours l'histoire d'un homme qui revient dans La des mémoire histoires. intime, moi, j'ai envie de dire. Oui. Mémoire intime. Intime ou familial, ça dépend Ouais, des textes. En Mort, c'est la mémoire de mon grand-père que je fais revivre. Dans Lungomare, c'est la mémoire de mes parents. Donc il n'y a pas que ma propre mémoire. ouais. Mais c'est vrai que je pars de la mienne, en tout cas. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Ah, alors ça, je peux pas vous aider. On parlait de l'eau, moi, je vous parlais Ah des oui, oui, éléments entre pardon, vous. oui, oui, les motifs récurrents dans mes textes, donc voilà la mémoire. Et puis l'omniprésence de l'eau et de l'été, effectivement. Je n'écris qu'autour de l'été. Les textes qui suivront, qui existeront plus tard, sont des textes encore estivaux, où l'élément aquatique, qu'il soit lacustre ou maritime ou océanique, là, il y a les deux. Enfin, il y a l'océan à New York, et puis il y a les lacs qui sont grands comme des océans, Ouais. dans 24 fois l'Amérique. Dans le précédent, c'était la mer Méditerranée, le long de la côte Ligure en Italie. Celui que dont vous avez parlé tout à l'heure, hors antenne, je veux dire, 16 lacs et une seule mer, c'était les Ouais. lacs berlinois et la mer Baltique. Oui, il y a toujours l'élément aquatique. Là aussi, ma réponse, je pourrais philosopher autour de l'été et de l'eau, mais je ne vais pas le faire. Mais je vais dire, voilà, plus simplement que c'est l'élément dans lequel je me sens le mieux, quoi. Je, je suis toujours à la recherche d'un cours d'eau. Je vous disais également que je ne suis pas chez moi, je suis en résidence d'écriture dans le Haut-Jura à Saint-Claude, c'est très très beau. J'aime beaucoup ce territoire-là, rempli de torrents et de cascades, et je passe mon temps alors, à écrire, à travailler, à faire des ateliers d'écriture avec différents publics, des établissements scolaires et puis d'autres, quoi. Et puis j'ai quand même du temps pour moi, pour me balader, et je passe mon temps à longer des rivières, chercher des vasques, hein, pour éventuellement me baigner, parce que je suis très frileux, mais pas pour me baigner. Des cascades majestueuses. Voilà, je sais pas, ça vient peut-être aussi de mon enfance, quoi. Je suis méditerranéen, enfin, j'ai grandi à Avignon, mais j'ai passé mes étés d'enfant et d'adolescent au bord de la mer, dans le Var. J'en fais le récit d'ailleurs dans Le Mort, mon troisième livre chez Stock. Ouais. Euh, et voilà, j'ai l'impression d'être né au bord de l'eau, quoi. D'ailleurs, quand on me demande euh, votre endroit de naissance, parfois je dis le Var. Alors ma mère n'est pas contente parce elle est très chauvine, elle aime beaucoup Avignon. Alors je me reprends, je dis je suis né à Avignon, mais j'ai l'impression d'être né au bord de la mer Méditerranée, au bord d'une pinède. Donc vous êtes bien C'est chez Actes vraiment Sud, en fait. l'espace dans lequel j'ai le plus plaisir à revenir, quoi. Voilà, enfin, ouais. Est-ce qu'un jour, il y aura une folie de Sébastien Berlandy, c'est-à-dire qu'on aura un livre qui se passera en hiver et qui fera 200, allez, je vais pas jusqu'à 300, mais 200 pages, 250 pages. J'étais pas loin là, 176, j'étais pas loin. Pour le moment, alors les quelques textes écrits, il y en a peut-être deux ou trois. Euh, alors étrangement, j'ai déjà quitté les rivages méditerranéens avec 24 fois l'Amérique, ça c'est la seule mer aussi, donc je suis pas, je peux être infidèle à mes espaces préférés, puisque là il y a des textes qui se déplacent dans la montagne du Vercors et puis Ah, dans celle des Alpes. Près du col du Mont-Cenis. C'est un col qui est assez majestueux, qui est assez magnifique, qui permet, l'été du moins, parce que là il est fermé, il est plein de neige,
de contourner le tunnel du Mont Blanc et de basculer en Italie. Donc c'est un tunnel que, enfin pardon, c'est pas un tunnel, au contraire, je ne prends jamais le tunnel. C'est un col que j'ai beaucoup pris et j'ai écrit autour de ce col, je l'ai même filmé. Le film existe d'ailleurs. Alors il y a voilà, il y a des espaces de montagne. Là, le Haut-Jura, je pense que ça va m'inspirer quelque chose. Mais c'est l'été quand même, voilà. Parce Et- que ça irait bien avec votre écriture, je trouve, avec ce que vous savez véhiculer, un paysage d'hiver. Je pense que vous feriez un tabac, si je peux me permettre. je sais J'aimerais bien pas, vous voir dans cet univers-là, feutré, parce que je pense que vous arriveriez à nous décrire ces paysages, parce que, encore une fois, je dis, il n'y a que vous qui sachiez le faire. Ça serait super, quoi. Moi, j'attends que ça. D'ailleurs, ben, merci, pour le moment je vous déçois, mais mais c'est non, vous ne me décevez, non, vous ne me peut-être que décevez pas. j'écrirai un texte hivernal. En fait, ce qui se passe, c'est que j'aime beaucoup, enfin, mon écriture est très visuelle, vous avez dit photographique, cinématographique, j'aime beaucoup écrire la lumière, et j'aime plus que tout la lumière de la Méditerranée. Voilà. Ouais, mais ça, je comprends, ouais. Alors, je vais vous avouer un truc, vous êtes même ma Alors, juriste. c'est pour ça que même lorsque, pardon, je vous ai coupé, Non, non, même allez-y. lorsque je déplace mes histoires dans des espaces alpins, c'est quand même l'été et le ciel, il claque quoi, comme si c'était un ciel de Méditerranée. J'arrive pas à imaginer autre chose, quoi, pour le moment. Voilà. Non, mais c'est très, vous me décevez. Moi, Mes images, pardon, mes images ouais, sont très hivernales. En revanche, je ne ouais. photographie jamais en pleine lumière. L'été, j'attends 19-20 heures qu'il y ait des basses lumières. Je sous-expose tout. Là, je suis dans les hauteurs du Jura. L'hiver est revenu. Avant de vous retrouver, je suis allé me balader. Il neigeait. Et il y avait de la brume. Et j'ai fait je ne sais combien d'images. Enfin, j'ai fait une pellicule, ce qui est beaucoup pour moi. Et j'ai filmé avec ma caméra Super 8. Et là, il n'y avait pas de lumière. Et ça, c'est ma lumière. Enfin, en ce qui concerne les images cinématographiques, photographiques, j'aime les lumières d'hiver. J'aime les lumières ternes, grises, euh, sombres. Je ne photographie quasiment pas l'été. Enfin, en tout cas, comme je vous dis, j'attends vraiment le soir qu'il n'y ait plus de lumière. Avant que je vous laisse parler, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes ma jurisprudence, Sébastien, sur les textes courts. Parce que moi, je n'ai rien contre les textes courts, mais souvent, je dis à des auteurs, si pour faire du court et qu'il n'y ait rien qui se passe, je vois pas l'intérêt. Par contre, je leur dis souvent, lisez Sébastien Berlandis, parce que c'est court, mais il y a une intensité et il se passe quelque chose. C'est puissant. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est court, mais Merci. sans être court. C'est-à-dire il se passe une parenthèse, comme si c'était un baume. Vous voyez, votre écriture, c'est comme si, quand on est un peu stressé, allez, on ouvre un de vos livres et tout d'un coup, on a un truc qui nous apaise. On est transporté dans une atmosphère que je n'ai jamais vue ailleurs. Donc, je tenais aussi à vous le dire, vous êtes ma jurisprudence Voilà. des textes courts, Sébastien. Merci, c'est gentil parce que ça me fait sourire. Enfin, je sais pas si on voit que je souris, parce que, bon, bref. Mais ça me fait sourire parce que mes amis se moquent et mes amis ne sont pas très fans de ce que j'écris, pas tous, du moins, pas tous et toutes. Et ce n'est pas grave, hein, Ouais, on peut pas plaire à tout le monde. même autrement. Et ils se moquent souvent en me disant, mais franchement, il se passe rien dans tes livres. Et en fait, ça ne me vexe pas parce que, oui, c'est vrai, il se passe rien, enfin, il se passe rien, j'ajoute, de très marquant, de très spectaculaire, hein. Je viens de lire, je viens de découvrir par chance un beau papier autour de 24 fois l'Amérique dans le monde des livres, écrit par Amaury Dacuna. Et je n'ai pas en tête exactement sa phrase, mais elle est géniale. Il dit vraiment, il se passe rien, quoi. Mais c'est super. Vous voyez, il se passe. Non, il le dit mieux que ça. Il ne se passe rien, vraiment, parce que c'est vrai. Enfin, c'est pas très vendeur de dire ça. Il y a quand même. Il se passe plus de choses que dans certains de mes livres. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grands événements, de rebondissements. Il y a un petit Il y a suspense. autre chose, il y a Il y autre a un chose, petit c'est suspense. émotionnel. Est-ce qu'il va quand même retrouver Marianne? Je fais quand même l'effort de construire une narration. Je fais attention à l'attention du lecteur et de la lectrice. Voilà, donc il se passe quand même des choses ténues, quoi. Euh, mais voilà, alors, Amaury Lacuna dit, voilà, il ne se passe rien de très frappant, mais une grâce affleure. Et voilà, Je suis d'accord. c'est très beau, merci, Tu as raison. merci à lui. Voilà. Mais c'est vrai que et là aussi ça me ressent parce que je n'aime pas les romans très construits, très gros, très, très long. Enfin, j'en aime certains évidemment, mais ce n'est pas ce que je préfère. Je fais des films courts,
j'ai fait 3 courts films, 13 minutes 50, 11 minutes 10, 13 minutes. Quand je fais les séries photographiques qui font 10, 12, 15 images, elles sont tirées dans des tout petits formats, 10, 10, cadre 20, 20, et je refuse qu'elles soient exposées dans des formats spectaculaires. Je n'écris rien de spectaculaire parce que je n'aime pas les choses qui s'imposent à nous, que ce soit en musique, que ce soit en cinéma, que ce soit en photographie ou en littérature. J'aime les choses un peu effleurantes, contemplatives. Vous avez employé ce mot au tout début. Voilà, c'est ainsi. Et je dis ça vraiment sans aucun mépris pour les grandes fresques construites, psychologisées, dialoguées. Certains font ça très bien. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas mon goût. Et c'est ainsi, c'est pas grave. Voilà. Alors d'ailleurs, comment vous trouvez l'équilibre entre ce que vous choisissez de dire et ce que vous préférez laisser dans le silence? Parce qu'il y a Ah, beaucoup de choses que vous ne dites pas, mais qui sont suggérées, parce que vous dites que vous faites pas une construction, mais c'est très construit. Je pense pas que les mots soient choisis. Ils sont très millimétrés. Tout est au cordeau chez vous, hein. Sébastien, vous dites que c'est pas des grands livres, mais si, quand même, tout est nickel, j'ai envie de dire. bah, merci, ouais, quand même. Ouais, non, c'est travaillé, c'est répété, c'est réécrit dans ma tête. Je n'écris pas de brouillon. Enfin, mais là non plus, je ne tire aucune fierté de ça. Chacun a sa méthode. Une fois que c'est posé sur l'ordinateur, c'est posé définitivement, mais c'est très long à être posé sur l'ordinateur. Donc, effectivement, les phrases, les mots, ils tournent dans ma tête. Je les essaie, je les répète. Donc, si ma prose est ciselée, tant mieux. Enfin, j'espère bien. Euh, alors, comment je fais pour laisser les choses. Enfin, comment je procède? Bah, l'important est de rester suggestif, voilà. Ne jamais être explicatif, c'est ce que je dis quand je fais des ateliers d'écriture. J'aime beaucoup faire ça parce que je retrouve mon goût de transmettre. J'ai été prof de philo pendant plus de 20 ans et ça me manque. Je suis écrivain, artiste à temps plein, mais tout de même, voilà, la transmission me manque. Alors j'adore faire des ateliers d'écriture et quand j'explique quand même comment on, comment on écrit, enfin, sans me prendre pour Proust ou je ne sais quoi, évidemment surtout pas Proust, parce que même si j'adore Proust, mais il fait des pages, des phrases qui font 3 pages. Euh, mais voilà, je dis au public qui travaille avec moi, attention, voilà, restez suggestif, soyez précis, mais tout en restant suggestif, ne dites pas tout, laissez une place au lecteur ou à la lectrice, on est intelligent, on va comprendre. Euh, ne soyez pas démonstratif, hein, etc., etc. Voilà. Et peut-être que là est l'influence aussi du cinéma. J'aime bien le cinéma un peu flottant qui laisse une large place au hors-champ. Voilà. Et quand parfois, soit des critiques, soit des lecteurs ou des lectrices me disent vos textes, c'est vrai qu'ils sont courts, ils sont ramassés, mais ils laissent une grande place à l'imaginaire, parce que tout n'est pas dit, mais suffisamment de choses sont dites pour qu'on puisse entrer dans vos propres souvenirs, dans vos propres images, vos propres espaces, et imaginer une possible suite. C'est ainsi que mes fins ne sont pas vraiment des fins. Là aussi, mes amis se moquent en disant tu pourrais faire un effort et faire une vraie fin. Il y a des fins, tout de même, mais elles sont là aussi un peu suspensives, quoi, comme si elles appelaient à un autre texte possible, et c'est le cas d'ailleurs, parce que la fin de 24 fois l'Amérique annonce peut-être Ouais. un autre texte, quoi. Moi, je dirais pas qu'elles sont ratées, vos fins. Je dirais qu'elles nous laissent un peu sur notre faim, mais on aura envie que ça continue un peu plus. Et Euh, après, on se dit, ben non, si ça continuait, on passerait à autre chose, mais on se dit peut-être qu'on va le retrouver plus tard. C'est Et ça, ça, c'est pas mal. mais je trouve que ce n'est pas une critique que vous me disiez que elles sont peut-être un peu ratées parce que ça me laisse sur ma faim, ça me va, parce que c'est voulu en fait. C'est voulu. Bah, vous avez raison. J'ai envie de dire. Et peut-être que, enfin, ça vient aussi du fait que je me lasse vite. Enfin, la brièveté, elle a plusieurs explications. Déjà, je me souviens de mon premier manuscrit que j'avais envoyé à différentes maisons d'édition. Certains s'étaient positionnés, et en particulier Brigitte Giraud, qui dirigeait une collection, La Forêt, chez Stock, collection qui n'existe plus parce que Brigitte Giraud a quitté Stock pour aller chez Flammarion et elle a arrêté son métier d'éditrice. Et ce premier manuscrit, qui deviendra L'autre pays, le deuxième livre publié, je l'ai écrit à sa demande plusieurs fois, 5, 6 fois, et ça n'allait jamais.
Et je me souviens de ces mots, écrire, elle me disait écrire, c'est soustraire. Et vraiment, ça me marque, quoi. Voilà, écrire, ce n'est pas développer, enfin voilà, écrire, c'est soustraire, quoi. Écrire, c'est enlever, c'est pas remettre, quoi. Et j'ai gardé ça en moi, voilà. Mon premier manuscrit, il faisait 112 pages. J'ai une mémoire bizarre des chiffres. Et il a été refusé, elle l'a refusé, elle a hésité, puis elle l'a refusé, elle me l'a fait écrire, ça n'allait jamais. Et 3, 4 ans après, je suis un peu tenace. J'ai repris ce premier manuscrit. Une dernière fois la nuit, mon premier livre avait été publié par Brigitte Giraud chez Stock. Et voilà, 3, 4 ans après, je rouvre le texte et je me dis, mais peut-être que là, ça pourrait s'arrêter. Et là, c'était la page 72. J'ai enlevé 41 pages. Et Ah oui. vraiment, je les ai jetées, je ne garde rien. Quand une phrase, voilà, me semble mauvaise, quand des bribes de texte me semblent pas abouties, je jette. Et ces 41 pages, elles ont disparu. Et j'ai peut-être gardé ça, quoi, en fait. Voilà. Elle parlait beaucoup de tension, d'intensité. Elle me disait qu'on perdait en tension alors que le livre était quand même déjà ramassé. Alors j'ai gardé ça en moi. Euh, Faire court et intense. Euh, c'est aussi, j'en parle avec mon ami Fabio Viscogliosi qui me suit. Enfin, on se suit, on était ensemble euh, chez Stock avec Brigitte Giraud, et puis il est maintenant aussi euh, chez Actes Sud dans la collection Un endroit où aller. Et lui, il a cette jolie formule, il dit que c'est une espèce d'élégance aussi euh, comment il dit, que l'on fait pour le lecteur et la lectrice, quoi, ne pas trop appuyer, ne pas trop voilà, pas trop appuyer, laisser une place à celles et ceux qui nous lisent, quoi. Et je trouve ça assez beau, cette idée d'élégance, quoi, enfin de générosité aussi. Il dit cela, parce que quand même, il fait des livres courts, moi aussi, et on se dit, mais on pourrait être peut-être plus généreux, et il me dit, non, c'est pas si peu généreux que ça, finalement. Alors voilà, bon, j'essaie de justifier la brièveté comme ça. Je voudrais qu'on revienne sur votre narrateur, parce que je me suis posé une question en lisant le livre. Il dit tout le temps, rien ne me retient, rien ne me presse, comme s'il était libre. Mais est-ce qu'au fond, il est si libre que ça? Est-ce qu'il ne reste pas un peu prisonnier de quelque chose? Et si oui, de quoi? Je me suis posé cette question. Est-ce qu'il est si libre que ça, ce Ouais, narrateur? c'est une bonne question. Il est libre parce qu'il est en vacances, quoi, voilà. Vacances, c'est le vide, quoi, et il ne cherche absolument pas à combler ce vide, à le remplir. Il se laisse un peu dériver. Là est sa liberté, là est le temps de sa liberté, mais comme vous l'avez dit, enfin, il est sans doute un peu prisonnier, quoi, prisonnier de sa mémoire, prisonnier de cette femme aimée, qui n'arrive finalement pas à oublier vraiment. Je me souviens avoir écrit cette phrase, voilà, mes pas ne sont pas sans vestige, quoi. Enfin, il marche avec le souvenir de vestiges de ruines, alors de ruines euh, industrielles, mais aussi de ruines amoureuses. Donc il n'est pas si libre que ça, quoi. Voilà. Enfin, il est physiquement très libre, mais moralement peut-être moins. Hmm. Il y a un élément très important aussi dans votre livre, c'est la correspondance, ils avaient une correspondance. Ça reprend quoi pour vous l'écriture, Sébastien? Est-ce que vous êtes, alors vous avez dit que vous écriviez directement sur votre, vous n'écrivez pas, alors vous faites, j'imagine, de l'argentique, vous faites du 8 millimètres, mais vous écrivez directement sur un ordinateur, vous n'écrivez pas dans un cahier. C'est Oui, quand même bizarre. j'ai cessé d'écrire sur mes carnets, mais ça me fait sourire ce que vous dites, quoi. Je travaille en argentique, Ah en oui? millimètres, c'est vrai, et je n'écris plus sur des carnets. Je me souviens de mes élèves qui me disaient que j'étais vintage, quoi. Je trouvais ça mignon. Ah, c'est pas mal, ça vous va bien? Ouais, mais plus tant que ça, enfin, en tout cas, pas au niveau de l'écriture. C'est vrai que mes premiers textes étaient écrits sur des carnets. C'était des carnets déjà propres, enfin, ce n'étaient pas des carnets de brouillon. Euh, Parce que voilà, je sais pas, j'aime écrire, j'aime le geste d'écrire. Je choisissais ces carnets vraiment dans des endroits spécifiques, souvent en Italie. Enfin, chaque livre avait son carnet. Et puis après, ça me prenait trop de temps, en fait, tout bêtement, parce que j'écrivais sur le carnet, puis après je mettais au propre. Enfin, je mettais au propre. Je copiais sur l'ordinateur et ça me prenait un temps infini parce que je tapais très lentement. Mais j'ai commencé à progresser, à taper plus vite. Et autant au début, je voyais très mal sur l'ordinateur, autant maintenant, je vois très mal sur les carnets. Et je vois mieux sur l'ordinateur. Ce qu'il faut dire aussi, c'est comme j'écris à la manière d'un cinéaste qui monte ses films,
C'est plus facile de déplacer des blocs de séquences sur un ordinateur que sur un carnet. Voilà. Oui. Parfois, j'écris, voilà, et puis je reprends le texte depuis le début, puis je me dis, bah, non, mais le chapitre de la page 25 à la page 28, peut-être que je peux le déplacer, je dis n'importe quoi, à la page 15, quoi. Et là, maintenant, je vois mieux sur un écran d'ordinateur, c'est plus idéal, quoi. Qui vous a donné l'envie d'écrire? Est-ce qu'il y a un auteur particulier qui vous a donné l'envie d'écrire des livres? Alors, il y a des auteurs majeurs. Enfin, en tout cas, il y a une autrice qui m'a donné envie, qui m'a donné le goût de la lecture. C'est Marguerite Duras. J'étais adolescent, j'avais 15 ans. Je lisais déjà pas mal grâce à ma mère. Ma mère est une grande lectrice et il y a toujours des livres, il y a toujours des livres à la maison. Et voilà, j'avais une prof de lettres aussi au collège, Madame Colette Valette, je me souviens de son nom parce que je l'ai eu de la sixième à la troisième, elle était extraordinaire. J'étais plutôt un élève scientifique et très sportif, j'ai fait du sport à un certain niveau, du football à un haut niveau. Euh, D'accord. c'était davantage cela qui m'habitait, et j'aimais quand même lire, j'aimais faire des fiches de lecture avec ma mère, je me souviens. Et puis, le lycée arrive, ouais, je raconte des choses un peu intimes, mais c'est pas grave, c'est mignon. Je tombe très amoureux d'une fille en seconde. C'est un peu l'intello de la classe, quoi, ou l'intello du lycée, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Je crois qu'on dit ça, on dit comme ça aussi. Et je voulais lui plaire, alors elle aimait Duras, alors je me suis mis à lire Duras, et par chance j'ai aimé. Et voilà comment j'ai commencé à entrer vraiment très sérieusement dans la lecture. L'écriture est venue beaucoup plus tardivement grâce à la photographie. Je devais faire une exposition photographique à Lyon en 2010. Je n'avais pas de série photographique. Euh, c'est l'été, je suis chez mes parents à Avignon. Je fais vite, hein. Je trouve dans le bureau de mon père des lettres et des cartes écrites en italien qui déploient un parcours géographique. Les cartes étaient évidemment adressées. Et tout ça me renvoie en Lombardie. J'ai des origines lombardes du côté de mon grand-père paternel, je veux dire, et piémontaise du côté de ma mère. Et voilà, et tout de suite, j'ai le désir de partir sur les traces de ma famille avec mes appareils, dans l'espoir de construire une série photographique, mais je n'écrivais pas, et j'avais 35 ans à l'époque, hein, j'étais pas tout jeune déjà, et je n'avais jamais écrit auparavant. Vraiment, à part des petites traductions de chansons anglaises quand j'étais ado, parce que j'aimais la pop anglaise et j'aimais l'anglais, voilà, c'est tout ce que je faisais. Et là, c'est le premier été où j'achète un carnet, je tiens un journal de voyage hyper conséquent, hyper détaillé, factuel. Vraiment, toutes les routes que nous prenons, les hôtels, les rencontres, les plages, je nomme tout. Et l'été se termine, je reprends mon métier de prof, voilà, à la rentrée de septembre, et je rouvre le journal juste pour le plaisir de le relire parce que ça avait été un bel été. Et là, il m'apparaît assez évident qu'un roman est possible. Voilà comment l'écriture commence. Donc, elle a commencé, encore une fois, grâce à la photographie, le voyage et l'Italie. Et puis, alors, Duras, je m'en suis un peu éloigné, même si je me souviens que pour mon premier manuscrit, j'avais été, par chance, et c'est ma petite chance et ma petite fierté, accueilli par quelques maisons d'édition qui hésitaient à le prendre, à le publier. Donc, il y avait Stock, il y avait Gallimard. Et je me souviens de l'entretien chez Gallimard avec le secrétaire général, qui s'appelait Philippe Demanet, il a pris sa retraite depuis. Et finalement, ça ne s'est pas fait avec Gallimard. Et en sortant, il m'a dit gentiment, il faut arrêter avec Duras. Et j'avais trouvé ça, enfin, j'avais trouvé ça chouette en fait. Évidemment que je préfère qu'il me dise qu'il faut arrêter avec Duras plutôt qu'il cite un auteur ou une autrice que je n'aime pas. Et c'est vrai que ce premier texte qui a été remanié était écrit sous la forte influence de Marguerite Duras. Je m'en suis éloigné. Je crois que vous avez parlé d'une langue et d'une prose délicate et douce. Celle de Marguerite Duras est plus heurtée, elle est plus Ouais. pulsative. La mienne se déploie un peu plus doucement, quoi. Et en fait, il y a un autre auteur qui m'accompagne toujours, et c'est vraiment mon héros. C'est Patrick Modiano. C'est pas vraiment une surprise, hein. Non, Je, c'est je- qui? je trouve ça dans tous les comptes rendus critiques que l'on fait sur mes livres, et ça me va très bien. Je suis très très content que parfois on nomme cet auteur que je trouve immense. Et c'est vrai que je lui ai à peu près tout piqué, sauf ma langue qui est peut-être un peu plus sensible et sensuelle, on va dire, et plus estivale que la sienne. Mais sinon, voilà,
tout le monde connaît Patrick Boniano, c'est toujours l'histoire d'un homme qui revient dans son passé, dans un espace particulier. Alors, lui, il est beaucoup plus urbain que moi je suis C'est plus vrai. attiré par les espaces naturels, mais il y a toujours eu une femme disparue, voilà, qui est en arrière-fond, quoi. C'est très cinématographique, c'est très suggestif. Je lis vraiment tout emprunté, quoi, ouais. Donc voilà, c'est, c'est peut-être lui qui me donne envie de construire ce que je suis en train de construire. Il a une jolie expression pour, là aussi, c'est pas de moi, je cite beaucoup mes héros. Euh, il a une jolie expression pour décrire ce qu'il essaie de faire à travers tous ses livres. Il dit qu'il essaie d'écrire une autobiographie imaginaire. Et je Hmm. trouve ça parfait, voilà. Et Ouais, vraiment, ouais, c'est pas mal. je me suis approprié cette expression. Comme je l'ai dit, vous l'avez compris, je pars de moi, je pars de mes expériences, de mes souvenirs, de mes voyages, de mes amours ou de mes amitiés. Et, et à partir de là, je fictionne, quoi. Enfin, je romance, j'invente, je laisse une place à l'imaginaire. Donc, autobiographie imaginaire, c'est parfait, ouais. Alors, il y a des questions qui ont été posées. Il y a Mathieu qui demande si Maria n'avait jamais écrit ses lettres, le narrateur aurait-il quand même pris la route ou est-ce l'écriture qui crée le voyage? C'est l'écriture qui a créé le voyage parce que les lettres n'existent pas dans la vraie vie, en fait. Si on veut vraiment parler de la cuisine de l'écriture, ces lettres, elles sont inventées. Enfin, quand au début, je crois que j'ai écrit que le narrateur se balade avec différentes lettres. Il a le souvenir que il y a certaines lettres qui décrivent des espaces de bord de lac, enfin, au bord du lac Michigan. Ça, c'est complètement inventé, hein. C'est complètement inventé, hein. C'est inventé, voilà. De même que Marianne, dans la vraie vie, n'a jamais habité. Enfin, je devrais pas le dire, ça, mais si je le dis, c'est pas grave. Les bords du lac Michigan, hein. Alors, il y a une autre question, mais alors, là, il y a pas de prénom, c'est un pseudo. Que mettez-vous dans vos livres et qui ne peut pas être dans vos images et inversement? Ah, c'est une super question, merci, ouais. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes films sont des courts films, hein, 13 minutes, 11-13 minutes. Mes séries sont des petites séries. Elles sont de fait très suggestives, très allusives, et je pense que, euh, sans grande surprise, je veux dire, l'écriture vient compléter ce que mes images, par ailleurs assez floues, parce que je travaille avec des vieux appareils, ne font que suggérer. Voilà. Donc mes livres sont le déploiement de ce que mes images photographiques ou cinématographiques ouais, ne font que suggérer. Mm. Mais j'aime bien cette question parce que tout est lié. Chaque livre est accompagné d'une série photographique que je vais exposer ou pas. En tout cas, elle existe. Il y a une série américaine. Il y a aussi un court film américain, Par où commence l'océan, c'est son titre. Il existe. Je l'ai terminé avec mon meilleur ami et musicien Jean-Sébastien là, juste avant que le livre ne sorte. On l'a fini en février. Lungomare, le précédent, est également accompagné d'un court film, Et la mer est de cendre, qui a circulé en festival. Voilà. Et en fait, le livre appelle un film ou inversement. Par exemple, pour Vercors, c'est l'inverse. Mon premier film s'appelle Vercors. Bon, il se déploie dans les espaces du Vercors. Eh bien, là, pour le coup, le film a précédé le livre. Hmm, d'accord. En tout cas, ces trois formes artistiques s'entremêlent. On peut les voir où, vos films? Ceux qui sont... Alors, il n'y a pas de visionnage public possible parce que D'accord, je les envoie dans différents festivals et les festivals ne souhaitent pas que les films d'accord. circulent publiquement sur YouTube ou sur je ne sais quoi. Mais en revanche, si tu veux les voir, je peux t'envoyer le lien privé. Ah, J'ai une page Vimeo avec mes trois courts films et puis et je peux envoyer mes films à celles et ceux qui le demandent. ah, Mais ça m'intéresse. ils sont pas Ouais, visibles, d'accord. à part dans des festivals, parfois en France, souvent en Europe et dans le monde entier. Ça, c'est bien. Laurence dit, votre écriture très descriptive et contemplative est-elle une manière de ralentir le temps ou de mieux saisir ce qui échappe? Oh, ben, les deux, ouais. Ah oui, c'est bien, merci, ouais. Ben, oui, oui, les deux, c'est peut-être le propre de la photographie. Et encore une fois, d'où le lien, quoi. La photographie, c'est parfaitement dit. Elle ralentit le temps et elle capte ce qui échappe. Et mon écriture prend la suite de mes images, comme je l'ai dit plein de fois. Alors sans doute que
je ne l'avais jamais formulé ainsi, mais c'est bien dit, merci. Mon écriture peut-être ralentit le temps. C'est vrai il y a une attention très forte accordée à des espaces en voie de destruction, à l'abandon. Donc, je leur redonne vie ou alors je ralentis leur dépérissement et je capte la beauté qui demeure en eux, quoi. Voilà, donc c'est très bien dit, ralentir le J'allais temps. dire, il n'y a rien de laid chez vous. En fait, même ce qui pourrait paraître laid dans vos descriptions, ben, vous le sublimez en fait. Il n'y a pas de truc laid. Bah, ces espaces, ils sont quand même très photogéniques, quoi. Enfin, la ruine, elle est souvent très photogénique, quoi. Enfin, donc là, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas très compliqué finalement de rendre esthétique, de rendre beau un espace qui est en déshérence, qui est à l'abandon. Enfin, en tout cas, moi, ce sont des choses qui m'émeuvent. Alors, tout le monde n'est pas ému par un hôtel à l'abandon au bord d'une route américaine, mais moi, très vite, j'y vois une histoire possible, quoi. Vous faites de l'urbex, Sébastien? Non, pas du tout, non. Enfin, en tout cas, j'aime explorer des bâtisses, des espaces à l'abandon, mais pas en ville. D'accord. Plutôt, plutôt à la campagne, au bord des chemins, enfin voilà, perdu dans la montagne. Je le fais moins, je l'ai beaucoup fait à une époque, quand j'étais dans la photographie, vraiment, beaucoup de mes séries photographiques prennent place dans des espaces euh, à l'abandon, comme ça, que je ranime par mes clichés. Je le fais moins, mais quand même, quand je roule, parce que j'aime beaucoup rouler, et puis, je sais pas, je pressens que là, peut-être dans ces espaces-là, il y aura peut-être des choses un peu à l'arrêt, peut-être à l'abandon et peut-être ouvert, quoi. Alors j'y vais, et puis si c'est le cas, je vais quand même explorer et photographier ces lieux, ouais. Alors, Anne, elle revient à la littérature. Elle dit, en vous lisant, on perçoit une écriture du voyage très introspective. Vos influences viennent-elles davantage des écrivains du déplacement, comme les auteurs américains, ou d'une tradition plus intime et méditative de la littérature française? Alors, vous avez à peu près répondu tout à l'heure, mais c'est marrant Non, qu'elle parle des auteurs américains, parce qu'il y a un peu ouais, de ça, hein. c'est une super question, merci. L'inspiration, et bah, peut-être que je vais vous décevoir, parce que mon inspiration, même si voilà, je lis beaucoup, et j'ai aussi un carnet de notes où je note des phrases, des pages d'auteurs et d'autrices que j'aime. Je lis beaucoup de littérature contemporaine, je lis et relis Modiano, je l'ai déjà dit. Mais vraiment, l'inspiration pour l'écriture, c'est le cinéma. C'est vraiment. Là, le texte, je pourrais faire un. Enfin, voilà, pour- Ah, il y a une petite coupure de faisceau, je ne sais pas. Est-ce que Sébastien, vous m'entendez ou pas? même si Ah. je parsème, c'est une première, je crois, Il y a eu euh, une petite coupure, Sébastien, on n'a pas entendu le début de votre propos. Il y a eu juste une petite... ça a figé, mais ce est-ce que que vous je pouvez disais. Oui, rembobiner? c'est plutôt le cinéma qui inspire mon écriture plutôt que d'autres écritures, même si dans ce livre-là, c'est une première fois que je fais ça, il y a des allusions à des textes américains. Je pense à Demande à la poussière de John Fante, Mm. Martin Eden de Jack London, et puis d'autres textes français, de la poésie. Il y a Ceylan, enfin, il y a Darius Seck, enfin bref, des choses diverses et variées. Mais en revanche, quand je construis une séquence, et vraiment je parle en termes de séquence cinématographique, ce sont vraiment les films qui m'inspirent. Et là, je peux les citer parce que je les nomme pas. Euh, je me souviens par exemple que le désir d'aller en Pennsylvanie avait été motivé par deux films qui se passent en Pennsylvanie. La première heure et quart de Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, pas évidemment les 2 heures suivantes qui se passent pendant la guerre du Vietnam, mais vraiment la première heure et quart. Le film investit une bourgade à l'abandon, anciennement industrielle, en Pennsylvanie, et j'ai trouvé ça vraiment trop beau. Et j'avais vraiment le désir d'aller en Pennsylvanie, et nous y avons passé beaucoup de temps. Ce voyage américain fait en 2017, il commence en Pennsylvanie. Enfin, après New York, c'est la Pennsylvanie. Et puis, il y a un autre film qui se passe en Pennsylvanie, c'est Vanda de Barbara Loden, qui est un film unique parce que c'est le seul film que cette réalisatrice, qui était par ailleurs la femme d'Elia Kazan, a fait. Et voilà, c'est l'histoire d'une dérive. Alors, c'est la dérive d'une femme, quoi, dans des espaces vraiment très délaissés. Et ça, vraiment,
ce sont des sources d'inspiration très fortes pour 24 fois l'Amérique. Et puis j'avais d'autres films plus européens. Enfin, j'avais le premier film de Wenders, par exemple. Ses premiers films, pas Paris, Texas, évidemment, parce que même si j'aime bien Paris, Texas, mais il est beaucoup trop vu, trop connu. Donc ce n'est pas vraiment ce film-là, mais plutôt ses premiers films au fil du temps, par exemple. Je crois que c'est ça. Euh, le titre, je ne sais plus. Euh, voilà. Alors, on va revenir à la littérature. Quel livre vous nous conseilleriez là? Est-ce que moi j'ai plus rien à lire, chose qui est absolument fausse, Sébastien, vous en doutez. Qu'est-ce que vous me conseilleriez de lire là en ce moment? Quel... Alors, en fait, ben, je vais vous répondre les- en citant les deux derniers livres que j'ai lus, tout simplement. D'accord, Voilà. parfait. Alors, j'ai lu Les Habitantes de Pauline Perrade. C'est très, très beau. Elle a une manière d'écrire la nature, waouh, qui est très vibrante. C'est très, très beau. J'avais beaucoup aimé L'Âge de détruire, son premier, et celui-ci, je l'aime encore plus. Donc, Pauline Perrade, c'est chez Minuit, Les D'accord. Habitantes. Et puis, un autre texte que j'adore. Après, suis-je vraiment objectif? Oui, c'est un texte très réussi, mais c'est un garçon qui est très important pour moi, c'est presque mon cousin. Il s'appelle Cyril Martinez et il a écrit un livre chez Vertical, Comment habiller un garçon. Et le titre est déjà génial. Oui, Et c'est vrai, il a un beau c'est titre. une sorte d'autobiographie, là aussi un peu romancée à travers le vêtement. D'accord. Et c'est génial, c'est chez Je remets... Vertical. Ça vient de sortir, tout ça vient de sortir. ouais, je remettrai les références sous la vidéo. Moi, mon coup de cœur là, et mon conseil, c'est 24 fois l'Amérique. Je vous Ah, conseille aussi d'aller lire les textes précédents. Parce que vous allez voir, il se passe plein de choses dans l'écriture. Il dit qu'il se passe rien, mais il se passe plein de choses dans l'écriture de non, Sébastien mais Martin. je dis ça je me moque de moi-même. Enfin, Oui, j'ai c'est bon espoir qu'il se l'autodérision. passe quand même quelque chose. Oui, oui, donc allez les lire. Il y en a. C'est le quatrième chez Actes Sud, là, c'est ça? Le Le quatrième. quatrième, ouais. J'ai Ouais, fait quatre quatrième. livres sur stock, quatre livres chez Actes Sud. Et en plus, ils sont dans la collection Un endroit où aller, donc Oui, c'est vraiment, allez-y. Il n'y a pas de souci. Avant de vous donner le mot de la fin, Sébastien, moi je vais rappeler qu'on se... Alors, normalement, ce sont les mercredis d'Actes Sud, mais comme les auteurs sont des êtres à part, libres, ouais, des électrons libres, la prochaine rencontre avec Actes Sud, ça sera le vendredi 3 avril avec Daniel Arsan, qui a écrit aussi un roman surprenant qui s'appelle Revers. Je ne sais pas si vous l'avez eu l'occasion de le lire, il est sorti là. pas celui-ci, mais je Voilà. connais Daniel Arsan. Donc, Enfin, voilà. tous Donc, ses livres. il sera avec nous le vendredi 3 avril à 19 heures. Donc Sébastien, je vais vous donner la lourde tâche de conclure l'émission. Eh bien, merci. C'était encore une fois un grand plaisir. C'est passé vite. Ça a duré combien de temps? Eh oui, Une presque une heure. heure, presque une Oui, heure. c'est vraiment très vite. Et merci pour ta lecture, tes questions. Merci pour les questions des auditeurs et auditrices. C'était un très bon moment pour moi. Et Il à y a un très commentaire bientôt. qui vient d'arriver en disant, c'est Marion qui dit ça, qui dit que c'était super. Ah Donc ben on a merci. été bon, Sébastien, c'est bien. On a été bon. Parce que si moi j'avais été mauvaise, vous auriez été mauvais aussi. Donc ma mission Ouais, est réussie. c'est un duo. Une rencontre, Ouais. c'est un duo. Et quand l'un est bon, l'autre est bon. Ouais. Moi j'étais ravie de vous retrouver et de vous retrouver à travers vos livres. Donc, mais je vous enverrai un petit message parce que j'ai hâte de voir vos images quand même. Parce que Eh ben, j'imagine vos photos, mais je voilà, peux vous envoyer pas de un souci. folio avec mes images, mes films, avec plaisir. Pas Et de on souci. pourra en En tout parler. cas, encore un grand merci. Belle vie à 24 fois l'Amérique. Et Merci puis, beaucoup. chers amis, allez en librairie dès demain matin chez votre libraire commandé ou s'il l'a en stock encore 24 fois l'Amérique. C'est aux éditions Actes Sud. Je vous souhaite une belle soirée, Sébastien. Bonne soirée à toutes et tous. Merci Nathalie.